Bienvenue dans Une semaine dans le monde. On fait le tour des unes de l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Grand reporter. Ziad Limam est avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Mr T est avec nous cette semaine. Bonsoir. Dessinateur et membre de Cartooning for Peace. Nous avons par Skype, malheureusement, avec nous Thomas Hoffnung, chef du service Monde de la Croix. Bonsoir Thomas. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en distanciel, comme on dit. Et on démarre avec le sommaire, bien sûr, l'armée de l'air ukrainienne qui a abattu la nuit dernière 13 missiles de croisière russes visant un aérodrome militaire dans l'ouest du pays. Une contre-offensive ukrainienne qui donc se poursuit alors que la Russie intensifie ses bombardements nocturnes avec des drones explosifs et des missiles. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris pour le sommet d'un pacte financier mondial. Réattribution des DTS du FMI vers les pays pauvres, pause dans les remboursements de la dette du côté de la Banque mondiale, restructuration de la dette de Zambie. La première ministre de la Barbade demande néanmoins une vraie réforme du système financier mondial. Narendra Modi en visite d'État aux États-Unis où il a signé des contrats après la visite d'Anthony Blinken en Chine. L'Inde mène-t-elle une politique de non-aligné? Les États-Unis en font-ils l'une de ses meilleurs alliés? Et puis fin de l'histoire triste du submersible disparu depuis dimanche dans l'Atlantique. Les 5 membres d'équipage sont morts dans l'implosion catastrophique, je cite, de ce petit sous-marin de tourisme scientifique. C'est une annonce des gardes-côtes américains. Et voilà pour le sommet. On va démarrer comme tous les vendredis par la guerre en Ukraine avec l'armée de l'air ukrainienne qui a abattu la nuit dernière, c'est ce qu'ils disent en tout cas, 13 missiles de croisière russes qui visaient un aérodrome militaire dans l'ouest de l'Ukraine. La contre-offensive ukrainienne qui se poursuit, on va voir la carte tout de suite. En 2 semaines, 8 villages ont été libérés par les Ukrainiens et un village non loin de la région de Zaporizhzhia d'ailleurs, c'est ce qu'a annoncé la vice-ministre de la Défense, Gana Maliar. Ziad, c'est difficile pour les Ukrainiens. Ils se dirigent, on le voit bien sur cette carte, vers l'est et puis vers le sud. Mais les Russes ont renforcé leur ligne de fortification et c'est vrai qu'on attend une percée peut-être plus significative. Oui, après si la guerre répondait à des mécaniques prévisibles, ça se saurait. Non, je pense que on a peut-être sous-estimé la préparation russe à cette offensive. Il est aussi, enfin je suis pas général, mais c'est aussi plus simple de défendre, de s'organiser en défense pendant toutes ces semaines oui, en fait, que d'attaquer. Après, c'est pas aussi clair que ça. Il y a beaucoup de désinformation, donc les Russes font beaucoup circuler le fait que c'est un échec. Après. Prigojine, qui est notre informateur numéro 2 sur la Russie maintenant, dit que c'est pas si simple, qu'il y a des endroits où le front russe est menacé, que la guerre est en une mauvaise passe, que le Kremlin prend des mauvaises décisions. Donc c'est ce qui me stupéfait le plus, c'est quand même ce second canal d'information parallèle russe qui dit exactement le contraire de ce que dit le Kremlin et l'état-major. Et l'autre chose que je trouve assez frappante, c'est les capacités maintenant de défense aérienne de l'Ukraine qui semblent vraiment avoir atteint un niveau de grande nation militaire, ce qui fait que c'est difficile de les atteindre par les airs. Et c'est quand même un élément important. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la semaine, il y a eu des menaces assez précises de Poutine disant on pourrait attaquer les centres de décision. Alors je pense qu'ils visent les lieux emblématiques du pouvoir à Kiev, peut-être la présidence, peut-être le ministère de la Défense, etc. Et donc là, on voit bien aussi que pour la Russie, il y a encore des marges de manœuvre et des marges de menaces disponibles. On va l'écouter d'ailleurs, Vladimir Poutine. Comme je l'ai déjà dit, comme on le sait, les forces armées ukrainiennes ont commencé la contre-offensive le 4 juin en utilisant leurs réserves stratégiques. Curieusement, nous observons actuellement une certaine accalmie. Cela est dû au fait que l'ennemi subit des pertes importantes. Oui, Patricia, ce que disait Ziad, il l'appuie bien en disant que les pertes sont importantes côté ukrainien. Ça, c'est l'information de Vladimir Poutine.
Oui, c'est tout le discours effectivement russe. Parallèlement aussi, ils disent qu'ils renforcent leur armée en recrutant plus de 1000 jeunes conscrits pratiquement tous les jours. Ils viennent essentiellement de l'Est. Et donc, son discours, c'est on va gagner et on a le temps et on se renforce sur le temps. Alors, la Russie a des avantages évidents. Ils ont effectivement une forte population, 4 fois plus, pour presque 5 fois plus que l'Ukraine. Ils ont un armement et des usines d'armement qui tournent à plein pour fabriquer des obus vraiment, et ils réutilisent tous leurs vieux chars. Et ils ont en plus une population un peu otage qui se satisfait pratiquement de la situation, bien, même si on a de la difficulté à savoir ce qui se passe. Donc, ils ont un avantage. Et ajouter à cet avantage qu'ils ont par rapport à l'Ukraine, qui, elle, est armée en théorie, par des moyens bien plus sophistiqués que non les Russes, ajouter à cela le discours qui est passé un peu inaperçu en France, d'un des très proches, un politologue très proche de Vladimir Poutine, Sergueï Karaganov, si je ne fais pas d'erreur, et qui annonçait mardi dernier, en tout début de semaine, que ma foi, il fallait donner une bonne leçon à l'Occident, faire peur une fois pour toutes, parce que en fait l'Occident ne se résoudrait jamais à arrêter son soutien à l'Ukraine, et il fallait donc peut-être, utiliser l'arme atomique ou un petit peu d'armes atomiques. Et ce discours, si vous voulez, se produit au même moment où effectivement des ogives nucléaires arrivent en Biélorussie, etc. De nouveau, mais surgit d'une façon très insidieuse, pas par Vladimir Poutine, cette menace. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le président ukrainien qui en parle, mais pour la centrale. Et alors justement, il est revenu sur cette menace d'utiliser du nucléaire. Patricia, Vladimir Poutine, cette semaine, on va l'écouter. Nous continuerons à améliorer les forces armées. La tâche la plus importante est le développement de la triade nucléaire, qui est une garantie essentielle de la sécurité militaire de la Russie et de la stabilité mondiale. Près de la moitié des unités et des formations des forces de missiles stratégiques sont déjà équipées des derniers systèmes YARS. Les troupes sont en train d'être rééquipées avec des systèmes de missiles modernes dotés de l'ogive hypersonique avant-garde. Dans un avenir proche, les premiers lanceurs du système Sarmat, dotés d'un nouveau missile lourd, seront mis en service. Thomas, vous voulez peut-être réagir, cette triade du nucléaire. Oui, moi je pense que ça fait partie. C'est pas la première fois que Vladimir Poutine agite la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire. Moi je pense que ça fait partie du bluff et de la guerre de communication. Je ne vois pas Vladimir Poutine et la Russie recourir à une telle extrémité parce que je pense qu'elle s'isolerait de manière, sinon définitive, irrémédiable sur la scène internationale, notamment par rapport à son allié chinois ou son partenaire, disons, chinois, pour lequel c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc je pense qu'encore une fois, ça fait partie un peu du bluff. Ce qui est à noter aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est que l'armée russe visiblement a tiré les enseignements de ses échecs lors de la première phase de la guerre. Comme ça a été dit par Ziad, c'est vrai qu'elle attendait cette armée ukrainienne. Après tout, nous, médias, ça fait des mois, des semaines et des mois qu'on parle de cette contre-offensive ukrainienne à venir. Donc les Russes, ils s'y préparent, ils sont prévenus et donc ils s'y sont bien préparés. Et on dit que l'armée russe s'est effectivement améliorée et on le voit. Et je pense que clairement, on voit que l'armée ukrainienne, elle patine pour l'instant. En même temps, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On est au tout début de cette contre-offensive. Donc, parfois, il y a des phases comme ça où ça traîne pendant un certain temps, si je puis dire. Puis tout à coup, il y a une percée qui s'opère. Sur le moyen terme ou sur le long terme, je pense que ça sera très difficile pour les Ukrainiens de reconquérir l'ensemble des positions perdues. Et donc, la question derrière ce constat, c'est quand est-ce que des négociations vont pouvoir s'ouvrir et sur quelle base. Il faut créer un rapport de force. Donc, c'est sans doute ce qu'essayent de faire les Ukrainiens. Mais de là à repousser complètement les Russes hors de l'Ukraine, ça paraît improbable en l'état actuel des choses. Stratégie des coupures humides, c'est-à-dire en fait de faire exploser comme l'explosion du barrage de Karovka. Manifestement, les Russes ont ce type de tactique, ils utilisent ce type de tactique. Non, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout.
jusqu'à un certain point, y compris donc de faire sauter les barrages, d'inonder les rivières. Mais les Ukrainiens, de leur côté, montrent qu'ils peuvent... Il y a un enjeu dont on voit qu'il se précise de plus en plus, c'est les attaques sur la Crimée. Sur les installations en Crimée, sur le pont qui a été touché hier, qui a coupé une partie de l'accès à la Crimée. Et donc, la guerre se joue sur plusieurs terrains. Mais après, c'est peut-être d'un réalisme un peu cynique. Je pense aussi que tous ces terrains préparent une discussion. C'est-à-dire tout le monde joue la carte à fond pour avoir dans 6 mois, dans 1 an, dans 8 mois, dans je ne sais pas quand, les meilleures positions possibles pour aller discuter, parce qu'à un moment, une guerre, ça s'arrête. Quand personne la gagne, elle s'arrête, et on ne voit pas comment maintenant quelqu'un peut la gagner définitivement. Et le troisième front, c'est le soutien occidental, dont on peut penser qu'il a une faiblesse, qui est les élections américaines. Et on peut penser que les Russes, qui ont le temps long, un peu comme les Chinois, ils ont la perspective longue, peuvent se dire, si on tient jusqu'aux élections américaines, et si Biden était battu, et si on avait un candidat conservateur qui devenait président, ça serait encore mieux que ce soit Donald Trump. Les données stratégiques de la guerre changeraient évidemment, parce qu'on aurait une Amérique qui serait probablement nettement moins impliquée dans le conflit, voire une Amérique qui tenterait de mettre fin à la guerre, quel que soit X. Alors que le soutien américain est fondamental pour les Ukrainiens. Le soutien américain est fondamental. On l'a vu avec l'apport de la formation des pilotes sur avions F-16. 40 milliards, je crois, à peu près, d'aide. Depuis le début. 40 milliards de dollars. Oui, 40 milliards, parce qu'il y a eu une nouvelle enveloppe qui a été donnée. Et effectivement, les Américains, en annonçant les avions, encore une autre enveloppe sur l'aide, veulent aussi montrer aux Russes, envoyer un signal qu'on s'inscrit quand même dans le long terme. Ne nous racontez pas nos histoires d'élections. Mais effectivement, les Russes, eux, jouent sur le long terme, et surtout dans cette phase qui est en train de se passer sur le terrain, ils ont montré qu'ils s'étaient totalement adaptés, comme vient de le dire Ziad, à cette nouvelle, à la guerre menée par des armes très sophistiquées, en faisant preuve d'invention, d'invention très sophistiquée eux-mêmes. Comme tout le monde l'a dit, effectivement, ils mettent des mines à l'arrière de l'avancée des Ukrainiens par des drones, ils brouillent les communications. Enfin, ils ont montré qu'ils avaient une énorme capacité d'innovation, et c'est bien ça, effectivement, qui peut-être retarde. Mais ce retard, je serais, comme Tom Hoffnung, pas du tout pessimiste, parce que la guerre, elle est porteuse de tâtonnement dans un premier temps, et pas forcément, nous on rêvait tous du blitzkrieg, allez, ils rentrent, ils vont, etc., parce qu'on est dans un monde de l'immédiateté, et on veut que ça aille vite. Mais la guerre, ça va pas vite, finalement. Pas vite du tout. Les dessinateurs, Mr. T. Alors après plus d'1 an de chroniques d'horreur et d'iniquité de la part de la Russie, là, les dessinateurs cette semaine, en tout cas ceux que j'ai sélectionnés, sont emparés d'une forme de complexité, de double langage, de canaux d'information dans tous les sens, avec un premier dessin du dessinateur indien Paresh, alors qui nous donne sa vision de ce qui semble se passer. Alors est-ce que c'est une forme de temps long et un ours qui semble là bien protégé face à un Vladimir Poutine, face à un Zelensky qui semble s'acharner sur ce qui semble un leurre ou un appât. Et ce à quoi on a affaire ici, c'est une Ukraine qui s'attaque aux mauvaises cibles, et un ours russe qui est très bien défendu, avec une armure très solide, qui attend que l'Ukraine se fatigue. Donc c'est une vision particulière. La seconde nous vient cette fois-ci de New York, avec le dessinateur américain Jeff Danziger, avec un dessin qui est paru dans le Rutland Herald. Alors je vais vous le lire puisqu'il est en anglais. Alors à noter que Jeff Danziger est un vétéran du Vietnam, donc il connaît la problématique de l'enlisement. Alors on voit 2 soldats ukrainiens, un premier qui dit: est-ce qu'on est en train de reprendre le village qu'on a perdu, ou on est en train de reprendre le village que les Russes nous ont pris, qu'on avait déjà perdu, qu'on leur a repris? Et le second lui demande: écoutez, demande aux Russes. Donc là, ce dessin dit tout de ce qui semble se passer, en tout cas de ce qu'on voit nous en France et en Europe, et ce qui potentiellement est dans la tête des soldats ukrainiens comme peut-être russes, qui ont de moins en moins de visibilité sur ce qui se passe sur leur ligne de front. Et un troisième dessin, alors qui pour le coup offre une solution simple, mais dont je vous offre la primeur ici. On voit un Zelensky dessiné par Rodot, le dessinateur français, qui regarde sa carte de la contre-offensive ou la contre-offensive, et perplexe, qui se dit:
peut-être que ma contre-attaque sera plus efficace avec Benzema et Mbappé devant. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis donc à Paris pour le sommet d'un pacte financier mondial. La première ministre de la Barbade demande une réforme du système financier mondial. Les pays riches ont bouclé un engagement de financement pour le climat de 100 milliards de dollars avec des droits de tirages spéciaux. Ils ont appelé d'ailleurs les banques de développement à augmenter de 200 milliards la capacité de financement dans les 10 années à venir. On va écouter Emmanuel Macron. Il était interrogé ce matin par nos journalistes de France 24, RFI et France Info. La taxe sur les transactions financières pour financer la lutte contre la pauvreté ou le climat, je suis pour, ça tombe bien, nous on l'a déjà fait. Deuxième chose, on nous dit qu'il faut une taxation sur les billets d'avion. Il y a eu un rapport, Jean-Pierre Landau est mon représentant en particulier. On le fait en France, qui d'autre le fait? Ça ne marche pas quand on le fait tout seul. Donc, troisième proposition. Et je félicite la mobilisation de l'Organisation maritime internationale. Le secteur du transport maritime n'est pas du tout taxé. C'est un des seuls. C'est une très bonne chose, il faut le taxer. Mais pas que les acteurs français. Il faut taxer les Français, les Européens du Nord, les Chinois. Et donc moi j'appelle à la mobilisation. Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de TTF et qui aujourd'hui n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Et aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale avec la Chine sur le transport maritime. Patricia, donc il faut convaincre les autres pays d'accepter une taxe, le principe d'une taxe mondiale, notamment sur les transactions financières, mais aussi sur le fret maritime pour financer une petite partie, parce que ça demande de gros investissements, cette transition climatique. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une vingtaine de pays sur les 50 qui s'est déclaré, en somme, susceptible d'appliquer effectivement et d'instaurer une taxe maritime. Mais tout ça va se jouer plus tard en juillet à Londres, etc. Là, on assiste à un sommet de plus, j'ai envie de dire. Pour vous, c'était juste un sommet de plus? Non, c'est un sommet de plus qui est porteur d'espoir, effectivement, puisqu'on a vu toutes ces sommes et ces milliards mis sur la table, milliards qui avaient déjà été mis sur la table en 2015, je vous le rappelle. Donc, ce n'est que finalement, cette fois-ci, on arrive à les mettre sur la table. On les avait promis, ils arrivent. Bon, vous voyez le temps. Et moi, une dernière chose, ce qui me chiffonne, je trouve que l'initiative est bonne, mais c'est un peu des rustines quand même que l'on fait. C'est-à-dire un pays est endetté, paf, voilà, la Zambie a un problème, le Tchad lui demandait qu'on efface les dettes. Il en est hors de question pour les pays qui se sont rassemblés ici. Donc on a l'impression que c'est un peu des rustines. Et puis un dernier point que je dirais, c'est pourquoi pas faire ce sommet là où les gens en ont besoin. C'est-à-dire pourquoi pas au Nigeria, le même sommet. Alors je sais que la France adore les sommets, que nous sommes devenus des spécialistes de l'organisation du sommet, que notre président excelle pour rassembler et mettre ensemble les gens. Mais après, qu'est-ce que cela donne? Thomas Hoffnung, est-ce que c'était un autre sommet? Juste un autre sommet? Oui, c'est un autre sommet. C'est vrai, quand on voit ces images, on a l'impression de déjà vu en quelque sorte. Mais je pense quand même que ça reste positif, bien entendu, de réunir une partie des dirigeants de la planète, que les dirigeants du Nord et du Sud se parlent. Même s'il n'y a pas d'avancée encore extrêmement concrète, les choses avancent. Il y a un travail de conviction à faire. Je trouve que ce qui était frappant dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il dit nous, les Français, on le fait. Mais justement, il y a une sorte de splendide isolement. Qui suit les Français? Je crois qu'il a ironisé aussi sur le fait qu'en France, on aimait bien les taxes. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, notamment les pays anglophones, qui aiment beaucoup moins les taxes que nous. Il y a des déclarations importantes de part et d'autre, et on en revient toujours à la même question, c'est comment financer cet effort global? Je suis d'accord avec Patricia, c'est pas avec des rustines pour le Sénégal ou pour la Zambie, même si tout ça aussi est positif. Il faudrait des solutions globales. Or, la planète est divisée. On sait bien, il y a les pays du Sud ou les mastodontes comme l'Inde ou la Chine qui disent, en quelque sorte, vous, les pays industrialisés, vous avez une dette historique envers nous. Vous êtes développés, vous avez pollué la planète. Maintenant, chez nous, il y a un effet de rattrapage et vous voulez nous couper les ailes en quelque sorte. Donc, il y a ce travail de conviction à faire et c'est clair qu'il y aura un effort à faire, surtout de la part des pays les plus riches, pour entraîner les autres. Et je pense que sans l'Inde et sans la Chine, clairement, tous ces efforts seront difficiles à mettre en œuvre. Mais encore une fois, je pense que c'est
c'est pas anodin, bien sûr, de réunir tous ces dirigeants. J'ajoute une chose, c'est qu'il y a aussi une arrière-pensée politique dans tout ça, hein, de la part du président Macron, et ça peut se justifier d'ailleurs. C'est qu'on a bien vu que ce qu'on appelle le Sud global est en train d'échapper en quelque sorte un peu à l'influence occidentale. On l'a vu lors des votes, par exemple, concernant la guerre en Ukraine, où un certain nombre de pays, y compris des pays très proches de la France sur le continent africain, se sont abstenus. Il y a l'Afrique du Sud, on voit aussi l'Inde, on va en parler, qui n'a pas pris position, qui se garde bien de prendre position, en quelque sorte comme s'il s'agissait d'une guerre qui concernait avant tout les Occidentaux. Donc il faut surtout pour les pays du Nord ne pas se couper de ce Sud global qui en fait est très hétérogène, mais qu'on résume par cette formule. Il faut continuer à parler à ces dirigeants du Sud et à les avoir, de pouvoir continuer à dialoguer avec eux. Ziad, ouais, le Sud global, hein, c'est une expression en fait qui existe depuis un certain temps, mais qui ressort, qui ressurgit avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ce type de sommet, ça vise justement à réconcilier un peu le Nord et le Sud, à faire participer ce Sud global à ces instances? Je pense que c'était un sommet relativement utile parce qu'il va marquer une étape qui est celle de la prise de conscience du fait que le monde d'aujourd'hui et d'avant fonctionne sur un moteur épuisé. C'est particulièrement le cas aujourd'hui pour les pays émergents et les pays du Sud global, dont il y a les émergents, les moyens émergents, les pauvres, les très pauvres, etc. Mais pour ces pays-là, on est face à un système qu'on appelle de polycrise qui est apparu avec le Covid, puis avec la guerre en Ukraine. On sortait de 1 ou 2 décennies assez magique où on a rattrapé de la pauvreté, on a fait sortir des dizaines de millions de gens de la pauvreté, et d'un seul coup, on dit c'est fini. D'abord, j'ai plus de financement, et quand on parle de changement climatique, mais un des points du sommet, c'est le financement du développement à court terme, à moyen terme, long terme. Ensuite, on leur dit il y a le changement climatique, donc en fait, le pétrole, le gaz, tout ça, ça va pas être possible, il faut plus faire de centrales, etc. Ce qui est une vraie discussion. On peut pas dire à 1 milliard ou 2 milliards de gens, vous n'aurez plus d'énergie thermique pour progresser. Donc il y a ce débat-là. Et la troisième chose, dont on a aussi un peu parlé à Paris, mais on ne veut pas trop effrayer les gens, c'est toute la technologie qui est en train d'arriver, l'intelligence artificielle, etc., qui va jouer sur les emplois, mais pas que les emplois riches, y compris les emplois du monde émergent, parce que c'est des emplois qui étaient créés par la délocalisation, qui étaient créés par les industries européennes qui s'installaient. Mais si on n'a plus besoin d'êtres humains et si on met de l'intelligence artificielle et des robots pour faire des usines, tout ça va être bouleversé. Donc on sent qu'on est sur une espèce de faille, et je pense que l'intelligence de la France, parce qu'il y a Emmanuel Macron, mais il y a quand même une technostructure qui fonctionne, c'est d'être le pays du G7 qui est en avance sur cette question et qui dit aux autres membres du G7, vous vous rendez pas compte, on va droit dans le mur, et nous, en tant que Nord, si on ne s'assure pas d'une manière ou d'une autre d'un transfert suffisant et massif de ressources vers le Sud, on va tous se casser la gueule. Et ce cassage de gueule, c'est pas hypothétique. Il y a le changement climatique, mais il y a les migrations, il y a les terrorismes, il y a les trafics d'armes, il y a les trafics de drogue. Et plus les structures du Sud s'affaiblissent, moins elles ont la capacité de contrôler ces dangers qui vont naturellement venir là où il y a des perspectives et des clients, c'est-à-dire au nord. Mais on va écouter justement la première ministre de la Barbade, qui est à l'origine de ce sommet avec Emmanuel Macron. Elle demande une vraie transformation, mais radicale, du système financier mondial. On va l'écouter. What is required of us now? Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est une transformation absolue et non une réforme de nos institutions. Cette transformation est nécessaire parce que, alors que le monde savait depuis les années 1990 que nous étions confrontés au réchauffement climatique, nous avons choisi de ne pas suivre les conseils des scientifiques. Et ce qui aurait pu être fait en plus d'un siècle doit maintenant être fait en moins d'une décennie. En moins d'une décennie, elle est consciente en fait qu'il faut une accélération et qu'on parle de petits chiffres là, 200 milliards par-ci, 100 milliards par-là, alors que les besoins c'est combien 4 000 milliards me semble dire. Selon les organismes. Oui. Selon les organismes, 4 000 milliards pour par financer cette fameuse transition. Mais c'est vrai qu'on est dans un système, le fameux système de Bretton Woods, qui a été élaboré à la fin de la Seconde Guerre mondiale quand même. Donc avec très peu de pays, la plupart des pays qui font partie maintenant du FMI ne
n'était pas dans les membres fondateurs. Les États-Unis n'ont pas très envie de revoir ce système parce qu'ils ont quand même un droit presque, on peut dire, de veto. Enfin, c'est eux qui en sont les patrons, comme à la Banque mondiale. Enfin, donc, on a tout un système où il faudrait entraîner avec nous les États-Unis dans un moment d'affrontement avec la Chine, même si la Chine est aussi dans le système. Mais ils n'ont pas forcément envie de perdre cette suprématie-là. Mais effectivement, un pays comme la On ne Barbade... veut pas la perdre au profit de la Chine, Bien sûr, justement. un pays comme la Barbade, lui, a tout intérêt, parce que regardez, quand il veut faire un emprunt, lui, il est soumis à des taux d'intérêt qu'il ne peut pas honorer. Donc, il est coincé au niveau des emprunts. Donc, il ne peut même pas faire des emprunts de développement, d'où l'utilité, effectivement, de dégager des sommes où il n'y a pas ces emprunts et ces taux d'emprunt qui sont si élevés. Et puis il y a aussi cette question de la Chine, premier créancier des pays africains, Ziad, hein. Et donc là, il y a une restructuration de la dette zambienne. Donc ça concerne un pays, manifestement, les Chinois... Ils se montrent très capitalistico-communistes, c'est-à-dire leur argent, c'est leur argent. Et puis ils révisent aussi le grand plan des routes de la soie, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est quand même très complexe à mener comme opération. Et puis les Chinois ont des problèmes macroéconomiques internes qui sont très importants et qu'ils ne peuvent pas négliger. Mais ils sont dans l'écosystème. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils ne sont plus une planète qui tourne autour du soleil. Ils sont dedans. Ils sont dans le système solaire. Et donc, ils ont besoin que ça se régule. La question de tout ça, là, c'est toutes ces réunions depuis là, c'est qui paye ? Et on le sent très bien. Vous avez passé une citation du nouveau patron de la Banque mondiale qui dit « c'est pas moi qui vais payer. Vous me demandez de payer, de rajouter, mais moi je peux pas. C'est les politiques publiques qui doivent payer. » Les politiques publiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États doivent s'entendre pour trouver des moyens de financement, non pas de 100 milliards, mais de 2000 milliards, 3000 milliards par an, pour lancer une véritable révolution du système mondial. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir du capitalisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de secteur privé, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner de l'argent, ça veut dire qu'on va changer les règles du jeu. Mais ça, comme tu l'as dit, il y a des pouvoirs installés qui n'ont pas spécialement envie que ça change et qui ne mesurent pas, pour un électeur américain de l'Ohio, ce qui se passe au Pakistan, c'est totalement out of the blue. C'est-à-dire, c'est pas un problème. Il n'arrive pas à connecter ce qui se passe au Pakistan ou ce qui se passe en Afrique du Sud avec ce qui se passe chez lui. Et il n'arrive pas à connecter le fait que ce qui crame dans les forêts américaines ou canadiennes, c'est la même chose que ce qui se passe au Pakistan. C'est ça qui prend pas. Et le jour où ça va prendre et les gens vont être conscients que leurs problèmes sont communs, ça va peut-être bouger. Il y a aussi tout quelque part, ils devraient en avoir conscience déjà que ce sont des problèmes globaux. Les dessinateurs. Alors, je vous ai sélectionné 3 dessins qui, j'allais dire pour une fois, sont un peu moins durs vis-à-vis du sujet que le plateau. Un premier dessin de l'illustratrice française Faustine Sayag, qui aurait pu être le logo du sommet, puisque quasiment tout est dit. Et comme le disait Ziad, tout est une question de financement. Tout sera une question de financement et de financement du XXIe siècle et au-delà. Alors, à noter qu'il n'y a pas de couleur verte dans le dessin. Est-ce que c'est un signe qu'a voulu lancer l'illustratrice ? En tout cas, tout va être effectivement, au-delà de quelques rustines qui étaient mentionnées pendant les discussions, tout va être dans les grands changements tectoniques de financement de ces économies et du siècle qui s'annonce. Un second dessin qui vient d'Espagne, de Cap, qu'on va certainement voir à l'écran, qui rappelle effectivement que ce financement doit tenir sur les jambes. Celui-là. Voilà. Alors effectivement, il rappelle le néologisme préféré du président Macron, qui est le en même temps, et qui, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, doit à la fois être attentif à l'écologie et au social. Donc un dessin qui le rappelle sans embâche. Et un dernier dessin, à nouveau, que je vous offre comme une petite solution pied de nez, d'un dessinateur français URPS, qui propose une solution de financement. Alors est-ce que c'est une rustine ? Est-ce que c'est une solution viable ? À vous de voir, vers un choc financier pour aider les pays du Sud, dit le banquier ou le sachant. Le sachant, exactement. Et le petit bonhomme qui est un représentant des pays du Sud lui répond, c'est quoi ce chèque énergie ? C'est quoi ce chèque énergie ?
Oui, ça, c'est de l'humour. Narendra Modi, on le disait, était en visite d'État, une visite d'État aux États-Unis où il a signé des contrats après la visite d'Anthony Blinken qui avait eu lieu quelques jours auparavant en Chine. Le Premier ministre indien a signé donc des contrats, toutes sortes de contrats. Il a été reçu véritablement avec un tapis rouge à côté Maison-Blanche, vrai dîner d'État. On va écouter Joe Biden, puis Narendra Modi. Notre relation économique est en plein boom. Les échanges entre nos deux pays ont doublé lors de la dernière décennie pour atteindre plus de 191 milliards de dollars, soutenant des dizaines de milliers d'emplois en Inde et aux États-Unis. L'Inde est une démocratie. Et comme le président Biden l'a également mentionné, l'Inde et l'Amérique, les deux pays, la démocratie est dans notre ADN. La démocratie est notre esprit. La démocratie coule dans nos veines. Nous vivons la démocratie. C'est 20 ans qu'il... Thomas, une réaction quand même à ce que vient de dire Narendra Modi. La démocratie est dans nos veines. L'Inde devient-elle une démocratie illibérale? Parce que évidemment, Joe Biden en a tout de même un peu parlé des droits de l'homme, même si c'était très business. Enfin, on va y revenir sur cette relation entre les États-Unis et l'Inde. Alors, on dit toujours que l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde parce qu'en termes de démographique. Moi, ce que je trouve intéressant qu'il faut rappeler, c'est que Narendra Modi a été persona non grata aux États-Unis pendant un certain nombre d'années parce qu'il était accusé en tant que leader régional du Gujarat, je crois, de ne pas freiner les attaques anti-musulmanes. Il y a eu plusieurs massacres, on peut le dire, dans cet État et il a été encore récemment mis en cause. Je crois que c'est la BBC qui a sorti une enquête et d'ailleurs qui a eu de sérieux soucis en Inde, ce qui m'amène d'ailleurs aussi à dire que l'Inde s'en prend aussi aux médias. Donc démocrates, oui et non. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'élus démocrates, je crois, donc du parti de Joe Biden, qui ont boycotté l'allocution du Premier ministre indien au Congrès. Donc voilà, c'est pas le démocrate, l'archétype du démocrate absolu, si je puis dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il est reçu avec tous les honneurs, avec tous les égards, parce que l'Inde est un partenaire absolument incontournable. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut dire que l'Inde, finalement, est peut-être la grande gagnante pour l'instant de tout ce qui se passe sur la planète, et notamment du conflit en Ukraine. C'est le pays, sans doute, qui est le plus courtisé de toutes parts, par les Russes, par les Chinois, par les Américains, qui occupe finalement une place assez centrale. Il faut rappeler que l'Inde est dans l'organisation de coopération de Shanghai, donc aux côtés de la Russie et de la Chine. Elle fait partie aussi d'une autre alliance qui est le Quad, aux côtés du Japon, des États-Unis et de l'Australie. Elle achète énormément d'armes à la Russie, d'où le fait d'ailleurs qu'elle ne souhaite pas prendre position sur le conflit en Ukraine. Mais là, il y a des contrats qui viennent d'être signés avec les Américains. Donc on peut dire, Modi, qu'il joue très bien sa partie, si je puis dire. Il joue un peu sur tous les fronts. Oui. On parle de non-alignement. Je ne sais pas si c'est du non-alignement ou du multi-alignement. En tout cas, il discute avec tout le monde et il fait des affaires avec tout le monde. Et du coup, il est incontournable. Patricia, oui, il se rend incontournable. Il a été vraiment reçu de manière extraordinaire par la Maison-Blanche, qui a même bâti tout un menu, le menu dont la porte-parole de la Maison-Blanche discutait, pardonnez-moi. Et puis avec ses contrats à la clé, y compris un contrat de General Electric, un contrat donc sur les moteurs, donc probablement avec un certain nombre de transferts de technologie. Et puis d'un côté, évidemment, cette Inde non alignée qui donc a aussi comme allié la Russie, et puis très courtisée par les États-Unis. C'est vrai que c'est... Est-ce que finalement elle joue la meilleure carte? Alors, il a totalement théorisé ce non-alignement dont parlait Thomas, mais il a aussi théorisé le fait de vouloir parler à tout le monde. C'est textualisé dans sa pensée. C'est quelque chose qu'il défend depuis un certain temps. Et donc là, on l'a dit. Voilà, on l'a très bien vu. Il parle aux Russes. Il a des avions russes qu'il trouve un peu vieux. Bon, il va acheter des avions américains parce qu'actuellement, les Russes sont un peu occupés à faire la guerre et pas trop prêts à fabriquer des avions et à les vendre dans le monde entier. Donc, il est totalement pragmatique. Il s'adresse à tout le monde. Il veut parler à tout le monde. On le voit, la pénétration de l'Inde en Afrique est très importante aussi.
ils utilisent effectivement le même système que le nôtre sur un plan économique, le même, ce fameux système mondial. Ils ne sont pas du tout prêts pour l'instant à le remettre en cause. Et donc, si vous voulez, c'est une façon de gouverner qui nous échappe à nous, parce que ça va pas, d'autant qu'il y a une notion de la démocratie que je dirais très particulière. C'est comme si aujourd'hui on vivait dans un monde où plusieurs pays, différents États, différents chefs d'État ont une définition totalement différente de la démocratie. La démocratie, pour certains, c'est finalement que des élections avec un changement de pouvoir ou pas, régulièrement, et s'il le faut, pas régulièrement. Plus de séparation des pouvoirs, mais c'est ce qu'on appelle la démocratie libérale. Extensible de la démocratie qui ne correspond pas à nous, et en tout cas pas à la versus droit de l'homme. Ziad, un mot, mais surtout sur la réaction, c'est finalement ce que rejoint, ce qui soude tout le monde, c'est le face-à-face avec la Chine. Oui. C'est aussi ça, en fait. C'est la raison pour laquelle l'Inde peut en profiter autant. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'Inde résout ses problèmes bilatéraux avec la Chine. C'est-à-dire qu'on peut jouer au petit malin, ça marche, on pèse lourd, on pèse 1,2 milliard d'habitants, on a des ressources, on est un marché consommateur, technologie, etc. Mais ils ont un problème stratégique de voisinage avec la Chine. Et donc ça ne peut pas se résoudre et au contraire, ça peut même s'aggraver parce qu'on est trop proche des Américains ou en tous les cas, on montre des signes d'alliance avec les États-Unis. Donc je pense que c'est pas si simple. Modi est un acteur assez bien rodé, il parle bien, il présente bien, mais la réalité, encore une fois, les réalités profondes de l'Inde ne sont pas si simples que ça. C'est un pays d'abord qui reste un pays pauvre, même s'il y a une élite importante, disons de 300-400 millions de gens, mais bon, ça reste quand même un pays pauvre. Ça reste un pays qui est extrêmement dépendant des chaînes de valeur mondiale, et donc il suffit que les choses se retournent pour que ça se passe mal. Et puis politiquement, il y a quand même un projet. Le projet Modi, c'est pas un projet tout neuf. L'indoïsation de la Chine, de l'Inde, c'est un projet ancien. Et le parti au pouvoir, le BJP, c'est un projet, c'est une volonté de transformer l'Inde, la nation Gandhi, multiculturelle, laïque, multireligieuse, en un État centralisé et à dominante hindoue. Ce qui est intéressant, c'est que la démocratie survit quand même. Donc, dans les États fédérés, ils ne gagnent pas partout. Et il y a des États fédérés très importants où il y a des majorités qui sont contre lui. Donc, tout ça, ça va venir vers des élections, je crois, qui sont dans un an ou deux. Ils ont essayé d'éliminer le fils Gandhi en le mettant pratiquement en prison. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça que je me méfie toujours des images un peu super pays. Et bon, la réalité, c'est qu'ils ont leurs soucis aussi. Des dessinateurs. Alors, j'ai 3 dessins pour vous. Les 2 premiers prédatent la visite de Modi à Washington. Le premier du dessinateur singapourien Heng. Donc là, c'est Blinken, là. Là, c'est Blinken. Non, là, c'est à gauche Biden et à droite Xi Jinping. Donc, c'est la dernière visite de Blinken il y a quelques jours. Donc, qui prédate, référence à cela, oui. Qui prédate là, mais qui antérieure à la visite de Modi à Washington. Qui dressait, je pense, un bon contexte de tout ce qui se passe en ce moment, qui est des relations qui se sont tendues et qui sont à une forme de point mort en moins de carrefour. Puisque là, on voit bien que ni Biden ni Xi Jinping ne peuvent faire grand-chose d'autre que soit repeindre tout en blanc, et donc recommencer sur des bases un peu plus positives, ou soit continuer à peindre leurs relations en noir. Et la marge est étroite. La marge est très étroite, ils ne peuvent plus faire grand-chose d'autre, d'autant que ce sera le dessin suivant qui nous vient du Portugal, du dessinateur Gargalo, d'autant qu'il y a un gros nid de poule dans ce carrefour de relations, ou une grosse mine qui est Taïwan, et que quelles que soient les décisions ou les accords économiques ou géopolitiques ou diplomatiques qui adviendront, il restera cette mine qu'on voit ici menacer le bateau chinois avec Xi Jinping et alors, effectivement cette fois-ci Blinken qui l'observe avec perplexité également. Et un dernier dessin que j'ai commis ce matin pour compléter les discussions justement à l'aune de la visite de Modi, où effectivement ce billard diplomatique en 2 ou 3 bandes de la part de Biden est assez délicat dans la mesure où il lui parle des Ouïghours là. Voilà, Modi n'est pas forcément un modèle de libéralisme
notamment pour les musulmans. Et là, on imagine, en tout cas j'ai imaginé Biden qui s'assure juste qu'au moins il est totalement neutre vis-à-vis des Ouïghours. Voilà, on est d'accord que les Ouïghours, tu n'y touches pas, demande Joe Biden, on n'y touche pas à Narendra Modi. Fin de l'histoire du submersible, disparu depuis dimanche dans l'Atlantique. Les 5 membres de l'équipage sont morts dans l'implosion du sous-marin. Ce sous-marin de tourisme, donc ce submersible, selon en tout cas les gardes-côtes américains qui l'ont annoncé. On va les écouter, ça va être très rapide. Ce matin, un véhicule télécommandé du navire Horizon Arctique a découvert le cône arrière du submersible Titan à environ 488 mètres de la proue du Titanic sur le fond marin. Le véhicule a ensuite trouvé d'autres débris. En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression. À la suite de cette constatation, nous avons immédiatement prévenu les familles. Ce submersible n'était pas fait pour descendre aussi profondément. Non, ce qui est fou dans cette histoire, à part le côté humain tragique. Ce qui est fou, avec les hommages donc à Paul-Henri Nargeolet qui sont multipliés, puisque c'était un explorateur, un grand explorateur. Ce qui est fou, c'est que c'était visiblement un projet un peu expérimental et un peu boiteux, et puis visiblement pour gagner de l'argent un peu plus que prévu. Moi, la seule chose, en dehors de la tragédie personnelle des familles et des gens qui sont impliqués dans cette tragédie-là, ce qui me sidère, c'est à quel point cette histoire a totalement oblitéré l'histoire qui s'est passée en Grèce. Et je ne compare pas les deux. C'est juste qu'en Grèce, il y a une enquête qui est menée, qui révèle des choses qui ne sont pas très claires sur ce bateau qui a coulé. Et on n'en parle absolument plus du tout. Et cette histoire-là, qui est certes... oui, tout le monde en parle. Le Titanic, en plus, ça se peut, c'est le nouveau triangle des Bermudes. C'est les gens qui s'approchent du Titanic, ils vont mourir aussi. On meurt à côté du Titanic. Il y a tout pour en faire une story du siècle, réseaux sociaux et tout. Mais quand même... Voilà. C'est vrai que le Titanic continue à fasciner, Patricia. C'est ça qui est étonnant, mais à ce point. Le Titanic fascine. Il y a déjà des gens, je suis persuadée, aux États-Unis, qui sont en train d'écrire une série, un film à ce sujet, parce que c'est tous nos fantasmes, c'est la perte des hommes sous l'eau. L'eau, ça parle beaucoup. Les sous-marins, de toute façon, fascinent les populations. Moi, ce qui m'a, pour le coup, interrogée, c'est cette histoire, effectivement, de bateaux grecs, puisque tout le monde a un peu zappé cette histoire. Et puis, c'est cette mobilisation énorme sur un plan international. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient. Surtout du côté de la presse américaine. Voilà. Beaucoup de gens qui s'interrogeaient en disant les Occidentaux, toujours pareil, ce discours anti-occidental, les Occidentaux, les Américains se mobilisent pour sauver 5 personnes qui croulaient sous l'argent. Et nous, on n'arrive pas à nous mobiliser pour retrouver nos 400 000 ou nos 4 000 milliards. C'est le deux poids, deux mesures. On n'a plus qu'une minute. Je suis désolée, Thomas. On va juste regarder un dessin. Lequel? Alors, il faut choisir, la Mr. T. Le deuxième. Le deuxième? Le deuxième, je pense qui résume bien ce qui s'est dit ces dernières 30 secondes. Voilà. Le deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est les fantasmes du Titanic, de l'aventure, le suspense? En tout cas, les médias se sont appropriés cette histoire pendant 5 jours, au détriment, effectivement, de ce qui s'était passé. Thomas, un mot de conclusion rapide? Pour reprendre ce qu'ont dit les camarades en plateau, je pense que moi je dirais que c'était bien sûr la grandeur aussi de chacun, de l'humanité, d'aller essayer de sauver ces 5 personnes qui étaient coincées dans ce sous-marin. C'est vraiment la faille, c'est plutôt qu'on n'ait pas pu sauver tous ces migrants qui étaient sur ce bateau dont on sait aujourd'hui qu'il a dérivé pendant des heures et des heures sans que tout le monde était au courant. Enfin, énormément de gens étaient au courant en Méditerranée, en Grèce ou ailleurs, et personne n'a rien fait. C'est plutôt dans ce sens-là que je placerai le curseur, en fait. Merci Thomas Houfnoug, merci Ziad Limam, Patricia Lémonière, merci Mr. T, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Très bon week-end.